J'aimerais qu'on aborde aujourd'hui le thème de la loi et l'ordre à travers l'analyse de la vision multidimensionnelle. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on va passer par la partie définition. Donc la loi, au sens juridique, au sens large, ça va être, donc la loi désigne toute règle générale et impersonnelle résultant d'une volonté collective et dotée de la force de contrainte. Donc c'est-à-dire, voilà, c'est comme quelque chose qui est accepté par un collectif et qui peut se traduire parfois par la contrainte si jamais il y a des personnes qui veulent aller à l'encontre de cette loi-là. L'ordre, quant à lui, dans le sens ordre public, ou l'ordre qui est donné, il s'agit de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va venir cadrer un mode de vie, qui va adresser tous les grands sujets, tous les grands pans qui vont former une société comme une nation ou un État. En termes de citations, j'en ai trouvé deux intéressantes, une sur la loi et l'autre sur l'ordre. Donc la première, c'est celle de Benjamin Franklin. Et il dit « Les lois trop douces ne sont pas suivies, les lois trop sévères ne sont pas appliquées ». Comme s'il y a une recherche un peu d'équilibre dans tout ça et qu'on est à chaque fois dans les lois dans un espèce d'entre-deux où elles sont soit pas suivies, soit pas appliquées, quand elles sont trop douces, ou à l'inverse trop sévères. La seconde citation sur l'ordre, c'est celle d'Antoine de Saint-Exupéry, où il dit l'ordre pour l'ordre, donc ça veut dire juste faire un ordre juste pour donner un ordre, ça va châtrer, ça va limiter l'homme de son pouvoir essentiel, qui est de transformer et le monde et soi-même, et la vie crée l'ordre, mais l'ordre ne crée pas la vie. Donc il différencie vraiment ce qui est l'ordre de l'objet, ce qui va différencier vraiment des personnes qui vont dire il faut un ordre, postifier un ordre, tandis que lui il va plutôt y voir l'ordre des choses comme un ordre naturel. Et si jamais on n'arrive pas à voir ça, on est trop figé encore une fois dans la forme. C'est ça que je trouvais ça intéressant, qu'il met vraiment en exergue cette approche-là. Dans le livre donc, de Bernard de Montréal, La genèse du réel, il n'y a pas vraiment de définition ou de passage qui vont aborder la loi comme nous on l'entend là dans le cadre de cette interview, c'est la loi d'un point de vue juridique ou l'ordre d'un point de vue plutôt état de fait, encore une fois plus ou moins juridique, mais il va parler effectivement beaucoup de fois des lois de l'involution, les lois de la vie, les lois de l'astral, comment s'émanciper de loi. Donc c'est vrai que ça revient quand même très souvent ce concept de loi, de règles dans lesquelles l'être humain serait parfois imbriqué, parfois simplement enfermé. Sinon, plus loin, il dit cette phrase-là, il dit donc, on parle de l'ordre, il va dire « L'ordre nouveau sera connu de tous les hommes, et les puissants de la terre ajusteront leur tir face au caractère impérieux de l'évolution. Jamais la terre n'aura été ébranlée dans la conscience de façon aussi globale, et jamais plus elle ne vivra un tel tremblement. » Donc il parle d'un ordre nouveau, et c'est vrai que ce terme « ordre nouveau », c'est quelque chose qui revient vite, même dans la part de nos politiciens, on parle de nouvel ordre mondial. Donc comme si effectivement il y avait un ordre à trouver, et quand un ordre nouveau arrivera, il viendra un peu chacun remettre d'équerre une humanité qui n'a pas été très ajustée de manière évolutive. Sinon, dans le livre de la genèse de nos nouveaux, encore une fois, ici, il n'y a pas forcément d'approche sur la loi en termes de justice, mais vous parlez effectivement beaucoup de lois de l'évolution, de lois liées à un système, de règles auxquelles il faut prendre conscience pour pouvoir plus ou moins s'ajuster, afin que l'homme puisse justement la manier et vivre en parfait équilibre avec un système qui a ses règles et ses lois. Alors donc, il y a la loi des hommes, on parle même de la loi du marché, parfois. Il y a l'ordre ancien, l'ordre nouveau, le nouveau ordre mondial, dont on parle très souvent en ce moment. Et l'idée, c'est quelle approche multidimensionnelle on pourrait avoir sur le concept de loi et sur le concept d'ordre que l'homme n'a eu de cesse de construire et de déconstruire au fur et à mesure des âges. Au niveau de la loi, disons, la justice ou l'injustice, c'est toujours perçu de façon psychologique, ça a toujours été perçu de façon psychologique, c'est-à-dire de façon polarisée. Donc, ça a toujours eu un aspect punitif au lieu d'un aspect correctif. On commence un peu, de temps en temps, dépendant des gouvernements, dépendant de la tendance droite ou gauche des gouvernements, à sortir un peu plus de l'aspect punitif pour l'aspect constructif ou déconstruire pour construire un autre individu dans le sens plus adapté à la société.
Mais le problème, c'est que l'être humain a beaucoup de difficultés à s'adapter, justement, aux lois, à l'ordre de la société. Parce que c'est d'ordre psychologique, justement. Alors, l'ordre virtuel, mais vibratoire, systémique, c'est des lois d'énergie, des lois du système, si vous voulez, qui sont coulées dans le ciment, là. Dans le sens que c'est des programmes très anciens. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Alors, si on ne s'adapte pas à cette réalité-là, ben, on vit ce qu'on vit aujourd'hui, la pollution, le désordre, etc. De là, justement, certains gouvernements veulent un ordre mondial parce que, justement, certains pays font à leur guise, un peu comme si dans un pays, chaque quartier avait son mot à dire et chaque quartier pouvait se dissocier de l'ensemble. Alors, il y a un ordre national, mais il n'y a pas d'ordre mondial. Mais encore là, l'ordre mondial, si c'est géré par... ça dépend par qui c'est géré. Voyez-vous, si les gens ne sont pas tellement... Les gouvernements ou les individus dans ces gouvernements-là ou dans ces politiques-là ne sont pas suffisamment ajustés, à ce moment-là, il peut y avoir abus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de conspirationnistes qui se lèvent beaucoup contre l'ordre mondial. Avec raison jusqu'à un certain point. Beaucoup de paranoïa là-dedans en même temps. Là. Mais il s'agit de s'adapter à l'ordre systémique et non l'ordre humain, psychologique, involutif. Et la justice en même temps. Découvrez c'est quoi la justice. Sans ça, ça reste une justice punitive. À ce moment-là, on remplit les prisons, c'est ce qu'on fait là. Tandis qu'une justice qui est réparatrice, à ce moment-là, on essaie d'aider l'individu à s'adapter à la société ou l'isoler totalement. Voyez-vous? Sans nécessairement le mettre en prison dans une cellule, etc. Voyez-vous? Donc effectivement, il va y avoir des justices punitives, des justices constructives, des justices réparatrices. Est-ce que vous pouvez bien justement distinguer ce que vous entendez par justice punitive et justice constructive? Ben, justice punitive dans le sens le système pénal contemporain est punitif dans le sens qu'on essaie tout simplement de régler le problème en isolant les individus dans une prison, par exemple, avec une société justement antisociale, à même la prison, avec ses lois, son ordre, etc., plus violent, c'est évident. Et puis, ça donne ce que ça donne. Là. Quand les individus sortent de prison, ben, c'est dangereux. Parce qu'ils ont de la difficulté à s'adapter à autre chose. En prison, ben, c'est la loi du milieu. Alors, ça peut être très violent. Coercitif aussi. De la part des prisonniers et de la part des gardes. Parce qu'il y a une collusion la plupart du temps entre les deux. Alors, à ce moment-là, ben, le côté punitif, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Voyez-vous? Ça sert à construire des criminels encore plus endurcis, dans un sens. C'est difficile pour la société d'avoir un juste milieu parce que pour la société en général, il faut qu'il y ait un aspect punitif. Mais le problème, c'est que l'individu qui a commis ces actes-là commet ces actes-là sous l'influence de programmes d'automatisme. C'est ça la différence entre
l'approche, si vous voulez, systémique et l'approche psychologique. On tient peu compte de ça. On tient compte du milieu jusqu'à un certain point, dans la justice traditionnelle, mais on ne tient pas compte du côté psychique, dans le sens que l'individu est sous l'effet d'automatisme. C'est pas lui qui décide de faire ça, il le fait parce qu'il est programmé pour le faire. Les gens pensent, ah, bon, je suis programmé, mais je peux déroger du programme comme je veux. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'être humain est sous l'effet d'automatisme. Les programmes, c'est l'accumulation d'énergie, de mémoire, et ça crée des automatismes. Pareil comme vous marchez, essayez de marcher autrement, vous allez voir la différence. Ou essayez de parler une autre langue, c'est pas évident. Alors, on est sous l'effet d'automatisme constamment. Alors, un criminel est sous l'effet des mêmes automatismes, encore plus fort même. Et ça amène une question, c'est intéressant parce que justement la première question qui est posée par un magistrat, donc pardon, on va poser ça à les forces juridiques, c'est cette question de responsabilité. Ouais. C'est-à-dire on va poser la question, voilà, si jamais les mineurs, dans ce cas-là c'était les parents, les tuteurs, les responsables légaux qui vont être tenus pour responsables, et si jamais il est majeur, il y a la question, est-ce que cet individu, à travers des examens menés par des psychologues ou des psychiatres, ou bien les deux, on va adresser cette responsabilité. Et c'est vrai que, à la lumière de ce que vous avez dit, à partir du moment où l'individu il est esclave de ces programmes-là, est-ce que d'un point de vue multidimensionnel, il est responsable? Non, pas réellement, parce qu'il est assujetti à la programmation et aux automatismes. Les psychologues, les psychiatres, ils vont juger d'une personne qui n'est pas responsable, par exemple, du degré de folie ou du degré de l'extrême irresponsabilité face à des normes particulières. L'individu est antisocial dans le sens qu'il ne tient pas compte des normes. Oui, mais il ne tient pas compte de ces normes-là parce que justement, il est programmé pour ne pas tenir compte de ces normes-là. Il est arrivé des choses dans son histoire où il y a des choses, des mémoires qui sont accumulées, des réactions qui sont été subies, et de la part de son environnement et de sa part aussi. Alors, c'est ça qui génère toute cette programmation-là, puis qui rend l'individu vulnérable, finalement. Voyez-vous? Les gens, par exemple, qui commencent à prendre conscience que les émotions, c'est pas volontaire, c'est involontaire. Dans le sens que c'est l'effet d'un automatisme et la justification de ce qui cause ou ce qui déclenche le programme, voyez-vous, l'événement. Alors, la personne justifie son émotion ou sa réaction émotive de cette façon-là, sans voir qu'elle est assujettie à un programme et le gros de l'énergie provient de la mémoire et non pas de l'événement. Voyez-vous? Une personne qui commence à se conscientiser ou à s'éveiller un peu, les premières choses qu'elle vit, c'est ça, elle commence à observer ce fait-là. Voyez-vous? C'est très difficile de se libérer de la raison et des justifications parce que tous les individus sont habitués à fonctionner de cette façon-là. Il n'y a pas d'émotion sans raison. Si les émotions sont trop grandes et la personne a des raisons farfelues, à ce moment-là, on va dire qu'il est fou. Il a perdu la raison. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, les psychiatres vont dire, ben, il n'est pas responsable parce que ses raisons sont farfelues. Ses raisons ne tiennent pas compte de la réalité psychologique. Voyez-vous? Alors, quelqu'un, par exemple, qui entend des voix et puis qui croit ça, c'est pas courant, là. Donc, pour un psychiatre, ben là, il est irresponsable, il écoute les voix, là, il croit à ça. Mais croire les voix, ce genre de voix-là, puis croire les justifications, c'est la même chose, dans le fond. Il y en a un qui est plus exagéré que l'autre. Alors, on déclare l'autre fou, et l'autre saint d'esprit.
dans mon livre à moi, quelqu'un qui vit des émotions n'est pas sain d'esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Il n'est pas ajusté à la réalité systémique. Un individu qui est éveillé et qui vit une émotion, par exemple, ça peut arriver, si l'énergie est très forte, il le sait. Voyez-vous? En le vivant, il le sait. C'est la différence. Alors, ça devient une expérience créative pour lui d'être en mesure d'absorber encore plus d'énergie la prochaine fois. Parce qu'il a pris conscience. Voyez-vous? Il s'est fait avoir. Mais il s'est fait avoir, mais à un débit énergétique, un taux énergétique très puissant, très fort. Dans un choc quelconque, où il n'est pas habitué à absorber autant d'énergie. Après un certain temps, un individu qui s'éveille est capable d'absorber beaucoup des intensités de plus en plus fortes. C'est ça qui détermine ce qu'on appelle à tort la montée en vibration. Monter en vibration, c'est notre capacité à absorber l'énergie dite négative ou l'énergie des programmes, l'énergie des automatismes. Alors. C'est vrai qu'on le mentionne souvent, c'est-à-dire que il y a souvent des personnes qui vont dire oui, j'ai tout compris, je suis ajusté, je peux monter en vibration facilement, mais quand il arrive un grand malheur dans sa vie, bah, c'est là où, en fin de compte, on voit vraiment le degré d'évolution et l'attachement et la gestion de ces programmes-là. C'est ça, un point que les grands malheurs, les petits malheurs aussi. On le voit dans les petits malheurs, là, ils réagissent pareil. Il y a une différence entre une conscience psychologique, intellectuelle, et une conscience réelle. Conscience réelle, c'est en temps réel. Autrement dit, la personne est en mesure de pallier au programme, aux automatismes, ou à l'énergie. Voyez-vous? Parce qu'il reçoit l'énergie, dans le sens qu'il y a un choc énergétique. Voyez-vous? Les programmes, c'est ça. Les automatismes, c'est ça. Ça vous met en vibration. Il y a un choc énergétique. Et dépendant comment vous dealez avec ça, dépendant de votre conscience de la réalité, à quel point vous êtes éveillé à cette réalité mécanique-là, parce que c'est mécanique, vous êtes en mesure de plus ou moins pallier ou gérer cette énergie-là. Si un individu est en mesure de gérer cette énergie-là, il est en mesure de gérer sa vie. Ça va de pair. Gérer l'énergie des programmes et gérer sa vie, c'est la même chose. Plus il est en mesure d'absorber de l'énergie, plus il est en mesure d'être créatif avec. Ça va de pair. Une personne ne peut pas être réellement créative, innover justement, sans être en mesure d'absorber beaucoup de l'énergie qui est très puissante, très intense. Voyez-vous? Ça va de pair. On est encore une fois dans cette approche qui va pouvoir qualifier un peu de ce degré d'évolution, c'est est-ce qu'on subit ces énergies-là, est-ce qu'on subit ces programmes ou est-ce qu'on est en gestion pour être en gestion des programmes, des automatismes, il faut être éveillé à cette réalité-là. Bon, on n'est pas éveillé à cette réalité-là parce qu'on la comprend. On est éveillé à cette réalité-là parce qu'on a vécu l'expérience d'éveil. On a vécu l'expérience d'observation de cette mécanique-là en temps réel. On a la capacité, ça se développe, ça. Ça se développe à travers un contact. Autrement dit, il faut avoir un exemple. Si un individu n'a pas d'exemple, il y a seulement la connaissance psychologique, ça ne fait absolument rien en temps réel. Il va être totalement démuni en temps réel. Pourtant, il sait tout, il connaît la mécanique, mais il ne sera pas en mesure de l'activer ou de le vivre, de pallier justement aux automatismes en temps réel parce que c'est pas la connaissance psychologique qui va faire la différence. Au contraire. Donc, il faut il doit vivre un contact avec cette réalité-là à travers l'observation d'une autre personne. Le contact, c'est avec une personne. C'est pas avec un guide quelque part.
Voyez-vous? Le contact avec la personne, l'observation, autrement dit, de la personne contact, va lui permettre d'observer en temps réel, de deuxième main, c'est évident, mais va lui permettre de vivre l'expérience d'observation, la vibration que ça a, pour connecter avec la réalité systémique. C'est seulement ça qui va le connecter, qui va lui permettre le contact avec la réalité systémique. Voyez-vous? Parce que l'être humain n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Aucune. Ça lui est totalement occulté. Donc, il faut qu'il soit initié à ça, premièrement, at large, à travers, par exemple, des conférences, des choses comme ça a déjà existé, et à travers des vidéos, comme je fais, comme Bernard a fait, comme d'autres ont fait, et par la suite, un contact direct. S'il n'y a pas de contact direct, il va rester pogné dans toute cette soupe psychologique, l'hermétisme psychologique. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est occulte. L'occulte provient de l'hermétisme psychologique. Il ne provient pas de la réalité systémique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, encore une fois, la prédominance de l'expérience par rapport à tout ça. Il faut le vivre, il faut l'avoir vécu pour, et pas uniquement le comprendre sur le plan théorique. Et pour revenir effectivement justement à ces fameuses personnes qui vont être amenées à créer commettre des délits, des crimes, etc. Et qui ont mentionné cette partie un peu de la programmation, donc on mentionnait en fait ce concept de responsabilité. Ça fait aussi un peu penser, pour avoir une approche un peu plus liturgique, au cas de possession qu'a pu évoquer l'Église et d'autres personnes, où on dit voilà, la personne est complètement possédée par un démon, par quelque chose comme ça. Là, en fait, c'est quelqu'un qui est complètement embarqué dans son programme, quoi. Oui, il est possédé par ça. Dans le sens qu'il comment je dirais ça, il y a une amplification telle que là, ça dépasse les limites de la possession normale. L'homme actuel est possédé. L'homme évolutif, il est possédé. C'est évident, il est possédé par des programmes, des automatismes. Mais quand ça dépasse, c'est une petite possession, une moyenne possession. Et quand ça dépasse cette moyenne possession-là, là, on dit qu'ils sont irresponsables. Voyez-vous? Totalement. Parce que là, c'est très polarisé. Voyez-vous? C'est exagéré. Seulement là qu'on va dire, bon, ben là, OK, on l'enferme, mais on ne l'enfermera pas en prison normale, on va l'enfermer ailleurs. Voyez-vous? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est uniquement dans les cas comme ça où la personne, bon voilà, comme l'expression n'est pas complètement en vrille, on va qualifier la possession, qu'on va dire oui, donc cette personne, elle est complètement pas sainte d'esprit, mais c'est un peu juste la pointe de l'iceberg qui émerge. Ouais. Ce qui, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'on est quand même dans une société 100% pratiquement possédée. Et il y a juste des cas comme ça qui mettent en lumière ce qui ne va pas. Mais le reste, il est tout autant, d'une certaine manière. C'est ça, c'est normal. C'est ça qui est occulté, justement, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal que l'homme soit possédé par ses émotions. Les émotions, c'est le côté animal. Les gens croient que les émotions, c'est le côté humain. C'est pas le côté humain, c'est le côté animal. Lorsque l'être humain va finalement gérer ses émotions, autrement dit son énergie finalement, pour pas que ça devienne des émotions, okay? À ce moment-là, il va devenir humain. L'être humain, l'homme, on peut dire l'être humain, n'est pas encore humain. Il est en transition entre son animalité et son humanité. On a déjà regardé autour, là, les guerres, ce qui se passe dans... C'est effrayant. Ce que l'homme fait à l'homme. Les animaux ne font pas ça. Imaginez. Mais l'homme le fait. Voilà. Et on parlait un peu précédemment, effectivement, du type de justice. Donc, on a évoqué effectivement le côté punitif, le côté constructif, le côté un peu réparateur, qui va traiter l'individu, donc celui qui commet un délit, et dans un système carcéral, on va dire, multidimensionnel, ajusté, on va l'amener à lui parler de ses programmes, à lui faire prendre conscience.
Mais il y a un autre plan qu'il faudra gérer, et ça on l'a parlé, c'est les victimes. Imaginons, je sais pas, quelqu'un est amené à tuer quelqu'un, tu es complètement désajusté. C'est vrai que la famille va attendre réparation. Et là, c'est là qu'il va y avoir le domaine punitif qui va être très fort, parce qu'elles veulent repartir en disant que ce gars-là, il va se prendre perpète. Et pour moi, ça me va très bien. Parce que j'ai besoin de récupérer quelque chose. C'est psychologique, effectivement, comme approche de chercher cette sorte de réparation. C'est évident. C'est ça qui soutient la justice actuelle, punitive. Bon? C'est ça qui pousse la justice à être punitive. Bon? Si un politicien arriverait aujourd'hui, là, puis il parlerait un peu comme je parle là, de la justice, puis tout ça, là, imaginez, là, il se ferait élire encore? Non. Bon? Parce que ça va à contre-courant, totalement, de la psychologie ou la conscience actuelle. Voyez-vous? Il ne faut pas s'imaginer parce qu'on émet des idées comme ça que ça va se faire demain matin. Mais des gens qui sont éveillés, par exemple, vont agir comme ça ou réagir de cette façon-là ou avec les personnes dans leur environnement et les personnes at large aussi. Voyez-vous? Donc, ils ne vivront pas la même chose. Voyez-vous? Ils n'auront pas besoin de la vengeance, etc. Ça va être plus facile à absorber. Par exemple. Si quelqu'un tue un autre individu, ben là, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de se défendre. Voyez-vous? Un être qui est éveillé est dangereux. Rentrez pas dans sa maison. Voyez-vous? Mais ça n'a rien à voir avec la justice, l'injustice. Ça a à voir avec la survie. Voyez-vous? Quelqu'un qui rentre chez moi, il est en danger de mort. Sans permission, il est en danger de mort. Je ne sais pas, moi, ses intentions. Je vais prendre une chance? Non. Ça n'a rien à voir avec « Ah, c'est un être humain, etc. » Non, c'est ma peau qui est en jeu. C'est ma peau ou la sienne. C'est lui qui fait le mouvement. Just too bad. Voyez-vous ce que je veux dire? Il n'y a pas de... C'est pas une affaire, ben là, il est-tu conscient de ça? Il n'est pas conscient de ça? Non, ma vie est en danger. Automatique. C'est ça qui est intéressant, parce que dans une première partie, effectivement, dans la gestion des criminels et des côtés un peu délit, on peut dire, bon voilà, il y a une approche un peu soft, c'est-à-dire, bon voilà, on va essayer de l'accompagner, on va lui faire comprendre tous ces programmes. Et de l'autre côté, effectivement, là, à travers cet exemple, où quand on ne sait pas, quand il y a un individu qui arrive, là, c'est une sanction beaucoup plus immédiate et directe. Ouais. Et d'ailleurs, cette sanction-là, est-ce que cette approche, on dit, cet individu est dangereux, il m'en veut à ma vie, je ne sais pas ce qu'il fait chez moi, et là, je prends le moyen coercitif, létal, le plus haut possible. On rétorquerait, je pense que quelqu'un dirait, c'est un peu cette approche-là qui est utilisée dans certains pays pour la peine de mort. Il dit, cet individu a tué, je sais pas moi, 14 personnes, donc un juge décide le moyen coercitif le plus haut, qui est justement de l'adresser la mort. Est-ce qu'il n'y a pas une similitude? C'est un peu différent, ce cas-là. Oui, c'est différent, parce qu'un est punitif, l'autre n'est pas punitif. L'autre est pour défendre sa vie, c'est une affaire de survie, là. C'est pas une affaire de punir l'autre. Voyez-vous? C'est de le neutraliser. C'est tout. Puis d'avoir conscience du danger, là. Plus une personne est éveillée, plus elle a conscience du danger, plus elle a un sens de sa survie. Puis pas à peu près, là. Voyez-vous? Il n'y a pas de doute dans son mental, là. Une personne qui fonctionne de façon psychologique, soit qu'elle réagisse émotionnellement, ou elle ait des doutes. Pendant qu'elle a des doutes, elle se fait zigouiller. Hein? Ou elle attaque la personne trop rapidement, whatever. Tu sais, bon. Mais il faut avoir un sens de ce qui se passe aussi. T'sais?
Quelqu'un qui essaie à s'introduire dans la maison de quelqu'un d'autre, il n'y a pas des bonnes intentions habituellement. Voyez-vous? Alors, ça va être... défends-toi et pose des questions après. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pas le choix, là. Et pourquoi alors? Pourquoi quelqu'un d'évolué, il a encore plus conscience du danger de l'autre? Parce qu'il est plus habitué à fonctionner en temps réel, à percevoir des choses en temps réel, à observer l'autre. Il s'observe lui-même, imaginez, l'autre en temps réel. Alors, il va le sentir, le danger, immédiatement. Seulement dans le regard de l'autre, même. Dans comment l'autre se comporte. Pas obligé de parler, là. Comment il se comporte. Voyez-vous? Il est plus sensible. Plus une personne est éveillée, plus elle développe une sensibilité vibratoire très raffinée. Une personne qui n'est pas éveillée, elle subit des grosses mises en vibration tout le temps. Elle ne peut pas sentir des petites affaires. Voyez-vous? Des petites mises en vibration, des subtilités là-dedans. Elle est habituée au gros choc tout le temps. Elle réagit au gros choc. Ils vont dire, bon, elle est sensible. Ouais, sensible. Je comprends, là, mais la sensibilité réelle, c'est la perception. Percevoir des choses. Voyez-vous? Être en mesure d'absorber de l'énergie. Plus on est en mesure d'absorber des doses d'énergie assez fortes, plus on développe une sensibilité à ces mises en vibration-là, très subtiles. Ça devient télépathique, là. Un sixième sens, justement. C'est vrai qu'en parlant de cette sensibilité, on parle souvent aussi de l'instinct. Il y a des gens qui vont dire « Ouh là là, je n'ai pas senti celui-là, j'ai eu un mauvais pressentiment ». Parce que c'est ça, effectivement, ce côté un peu instinctif. Souvent, quand les gens racontent qu'ils leur passé quelque chose, je sais pas, ils sont fait agresser, etc., ils disent « Oh là là, une personne, j'ai un mauvais pressentiment ». Oui, mais ils vont l'interpréter psychologiquement. Ils ne sont pas éveillés, ils vont l'interpréter psychologiquement. Tout le monde le perçoit intuitivement ou vibratoirement. Le problème, c'est l'interprétation. Une personne qui est éveillée, elle interprète beaucoup moins ou elle n'interprète pas du tout. Elle observe la mécanique. C'est scientifique. Une personne qui est intuitive, elle n'a pas conscience de la mécanique. Donc, elle interprète. Voyez-vous? Pas pareil. Les gens très sensibles, où ils ont des gros conflits, là, à ce moment-là, ils vont percevoir des choses, mais ils vont les interpréter en conséquence de leur conscience. Ça a toujours été ça. C'est ça qui a toujours empêché l'homme de réaliser ou de s'éveiller à la réalité systémique. Son interprétation de ce qu'il perçoit à travers sa sensibilité créée par le conflit. Plus sensible, plus le conflit est gros et fort. Mais là, il interprète. Ça va loin, là. Ça fait référence un peu à ce qu'on disait, c'est qu'on est tous, quoi qu'il arrive, dans le système, mais c'est cette sensibilité, cette non-interprétation psychologique qui va permettre de prendre de plus en plus conscience de celui-ci. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire plutôt, là, vous parlez effectivement d'interprétation. C'est justement cette discipline de ne pas interpréter psychologiquement qui va permettre justement de ressentir les choses et de pouvoir... c'est pas de ne pas interpréter psychologiquement, c'est de savoir ou d'observer la mécanique de ce qui se passe, de notre perception, d'où ça vient, etc. On ne l'interprète pas. On a conscience de la provenance, on a conscience de ce que c'est. Pas pareil. Tandis qu'une personne qui l'intuite, elle n'a pas conscience de la mécanique, elle n'a pas conscience de la source. Alors elle va l'interpréter
psychologiquement. C'est ça l'intuition. L'intuition, la perception vibratoire, c'est la même chose. Excepté qu'un n'est pas conscient de la mécanique, l'autre est conscient de la mécanique. Autrement dit, non seulement conscient de la mécanique, mais il a intégré cette mécanique-là. Il est en mesure de l'observer en temps réel. C'est ça l'intégration, c'est ça la différence. Tandis que l'individu qui fonctionne de façon psychologique, qui est dans l'hermétisme psychologique évolutif, il ne peut pas observer la mécanique. C'est impossible. S'il l'observait, il serait éveillé. Ça lui est totalement occulté. Même s'il entend parler, etc., ça lui est occulté totalement. L'occultification, si on peut appeler ça comme ça, se fait en temps réel. C'est en temps réel que ça se passe. La personne peut avoir conscience, mais en temps réel, elle n'a plus conscience de rien. Elle se fait avoir. L'intensité énergétique est trop forte pour elle. Elle n'est pas habituée à vivre une telle intensité vibratoire, donc elle vit l'émotion, etc. Elle n'est pas en mesure d'observer ce qui se passe en temps réel parce qu'elle n'est pas en mesure d'absorber le choc de l'énergie. Et encore une fois, c'est par l'intermédiaire des contacts, c'est par l'intermédiaire des choses comme ça qu'elle va apprendre au fur et à mesure, qu'elle va conscientiser tout ça, qu'elle va être en mesure d'absorber. C'est ça. Le contact va lui permettre de vivre l'expérience d'observation vibratoire et se connecter avec, en temps réel, se connecter avec le système. Même si c'est l'autre personne qui observe quelque chose chez vous, par exemple, bon, vous vivez, si vous êtes en immersion, si vous absorbez l'observation de l'autre, vous absorbez la vibration de l'observation. Voyez-vous? L'autre va véhiculer, oui, une forme, mais la vibration, ça va être justement le système, la mécanique systémique. Parce qu'il fait une observation de la mécanique systémique. Donc, il n'y a pas seulement le côté de la forme que ça prend, mais la vibration est véhiculée à travers la forme. Alors, le contact se fait, l'individu commence à réaliser le langage vibratoire, puis c'est ça qui le connecte de plus en plus à la réalité systémique. Mais si l'individu est laissé libre, par exemple en conférence, des choses comme ça, ça ne se passe pas de la même façon. Un peu, mais il y a un contact, mais l'interprétation, elle peut se faire... il y a trop d'interprétation, justement. Tandis que quand il est en contact direct avec une personne, il n'y a pas d'interprétation possible. S'il y en a une, là, il y a tout de suite correction de ça. Voyez-vous? Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace à l'interprétation avec le contact justement direct. Non. Alors, la personne peut s'obstiner dans son affaire, là, mais l'autre personne va lui faire observer tout le temps. Ouais, c'est comme si, en fin de compte, ces différents contacts permettaient de plonger, un peu comme par procuration, dans cette analyse multidimensionnelle. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne avec un enfant et ses parents. C'est la même chose. L'enfant naît dans un milieu, OK? Et il absorbe par contact avec ses parents. Il absorbe la conscience de ses parents. Il réagit à la conscience de ses parents et d'après, dépendant de la conscience des parents, s'ils sont éveillés ou pas, à ce moment-là, s'ils sont psychologiques, ils héritent, si vous voulez, par réaction de la conscience des parents. Mais si les parents sont éveillés, à ce moment-là, ils héritent de ça aussi. Il y a une continuité dans la conscience. D'incarnation en incarnation. C'est la conscience qui s'incarne dans l'enfant. C'est comme ça que va se perpétuer, si vous voulez, la conscience nouvelle. C'est là où on voit effectivement, encore une fois,
l'importance énorme que va avoir même l'éducation, ce qui va même se traduire par des personnes qui vont être amenées à faire des énormes délits ou des choses comme ça. Parce que là, on a parlé que l'environnement est hyper important et une caractéristique. Ouais. Et là, on voit que justement, quand l'enfant est né, il va absorber plein de choses. Et donc, dès le départ, il va être amené à avoir un potentiel plus qu'un autre, à créer des délits et à finir justement hors la loi. C'est ça. Ouais. Dépendant de ce qui se passe avec les parents. S'il se fait battre, par exemple, il n'y a pas un sens de la justice comme un enfant qui se fait pas battre, qui se fait dominer totalement. Là. Vous voyez la différence? Fait que l'enfant vit le rejet, il vit l'abandon total, donc il se rebelle contre la société. La société, pour lui, c'est ses parents. Fait que s'il est en rébellion contre ses parents, trop, il va être en rébellion contre la société. Il va être antisocial. C'est là que ça se bâtit. Puis très souvent, de génération en génération, ils vont dire, bon, c'est dans le génétique. C'est pas dans le génétique, c'est dans la programmation qui se transfère de génération en génération. On pense en l'occurrence aux mafias qui ont perduré à travers des siècles, etc. Ouais. Où justement, c'est de famille de ne pas vouloir se coller et de suivre ce système. Ouais, exactement. C'est transféré de père en fils, etc. En fait, c'est à la lumière de tout ça, justement, c'est que vraiment à la genèse de l'individu, cette approche avec différents des programmes, qu'on comprend qu'aujourd'hui, avec une justice qui est psychologique, c'est normal qu'il soit que dans cette phase un peu réparatrice, enfin réparatrice punitive, parce qu'en fait, c'est comme s'ils ne comprenaient pas d'où viennent justement ces individus, ils n'ont pas cette science des programmes et ils sont un peu subjugués par la violence de certains, par l'inhumanité de certains crimes, et ils se disent, on est obligé de punir, mais sans aller à la racine. Oui, exactement. Voilà. C'est par ignorance. Lorsqu'il va y avoir plus d'individus éveillés, par exemple, comme avocat, comme juge, etc., c'est là que ça va faire la différence. Il y a des juges, d'ailleurs, j'ai déjà vu sur YouTube, des juges très humains, justement. Hein? C'est pas des... on le voit à leur vibration, comment ils parlent aux personnes qui sont accusées, etc. Voyez-vous? Une grosse différence. Il y a une différence de conscience, là, pour quelle que soit la raison, là, mais il y a une différence de conscience. La personne est plus conciliante et plus humaine. Plus civilisée. Je comprends. C'est plus civilisé. L'être qui est éveillé est beaucoup plus civilisé que l'être qui n'est pas éveillé. Pourquoi, du coup? Parce qu'il tient compte de la réalité humaine, de la programmation, de la mécanique. C'est bizarre, hein? Les gens croient, on regarde la vie de façon scientifique, c'est froid, Non, c'est pas froid. La résultante est très chaude. Le regard est peut-être froid, mais la résultante est chaude. Dans le sens que ça va être beaucoup plus humain, beaucoup plus moins punitif, etc., etc. Voyez-vous? C'est comme si dans cette espèce d'approche justement de loi d'ordre systémique, on se disait qu'à chaque délit, à chaque crime, il y a deux victimes. Que ce soit celui qui perpétue le crime ou le délit, parce qu'il est victime de ses programmes, et la personne qui a subi ça. C'est ça, effectivement, cette approche plus civile, plus humaine, moins punitive, c'est de comprendre, en fait, dans cette histoire-là, les deux parties sont victimes, en fait. Oui. Regardez, chez les enfants, par exemple, OK? Comment amener les enfants comment je dirais ça, non? À s'ajuster, justement, aux parents. Ça, c'est la responsabilité des parents. Les parents d'aujourd'hui, beaucoup de parents d'aujourd'hui, laissent trop d'espace aux enfants. Ne donnent pas de conséquences aux enfants. Ou c'est la punition, puis c'est les cris, ils attendent trop longtemps.
au lieu de donner des conséquences. Donner une conséquence, ce n'est pas une punition. Voyez-vous? C'est pour habituer l'enfant, lorsqu'on lui explique, c'est pour habituer l'enfant à tenir compte de ses programmes, des automatismes. Les enfants comprennent ça très facilement. Des fois plus facilement que les adultes. Et quand la mère ou le père donne des conséquences à l'enfant, habituellement c'est la mère, supportée ou pas supportée par le père, à ce moment-là, l'enfant, il donne l'autorité aux parents. Les parents sont tout étonnés que l'enfant leur donne l'autorité. Autrement dit, il exécute la conséquence. Mais il faut expliquer à l'enfant que ce n'est pas une punition. C'est pour corriger une mauvaise habitude ou un automatisme qu'ils ont. S'ils ne sont pas polis ou ils communiquent mal, etc. Si l'enfant, par exemple, chiale quand vous lui donnez une conséquence, ben, il y a une autre conséquence parce qu'il communique mal. Et il sait pourquoi. Pour ajuster ça. Dans le sens qu'il prenne conscience de la mauvaise habitude qu'il a. Donc, c'est pas punitif. D'accord. Oui, ça va être ma prochaine question, c'est quelle est la différence entre on va dire une conséquence et une punition? C'est qu'une conséquence, vous expliquez à l'enfant pourquoi il a la conséquence. Parce qu'il a une mauvaise habitude, par exemple, à mal communiquer, ou à ne pas faire ce qu'il a à faire, à être irresponsable, etc. Par exemple, les enfants, si vous les laissez à eux-mêmes, c'est le chaos. Ils n'auront pas d'ordre. Leur ordre, c'est le chaos. OK? Fait que dans une maison avec une mère et plusieurs enfants, c'est la mère tout le temps qui nettoie, puis qui arrange, puis qui ramasse, etc. Puis les mères font ça. Ramasse tes bas, là, puis ils prennent le bas, puis ils le mettent dans... Tu n'as pas ramassé tes bas, mais ils le mettent dans les choses eux-mêmes, au lieu de faire ramasser le bas à l'enfant, puis lui donner une conséquence parce qu'il l'a laissé traîner. Hein, bon? Mais les parents, les mères ont bien de la misère avec ça parce qu'ils ont peur du rejet des enfants. Puis les enfants utilisent ça à outrance. « Je t'aime plus. » Hein? La mère, c'est le rejet. Là. La peur du rejet, c'est ça qui joue. Hein? C'est pour ça que les parents d'aujourd'hui, beaucoup, là, donnent trop d'espace aux enfants. Ils ne donnent pas de conséquences. Hein? Si l'enfant fait une crise à l'épicerie, pas de conséquences. Il va-tu recommencer, vous pensez? Je veux les bonbons, là! Tu sais, l'enfant devient dictateur, là. C'est normal pour un enfant, il est en train de développer sa volonté, son autorité. Mais il y a des limites, là. Hein? Fait que c'est aux parents de donner des conséquences. Et ce qui est pas mal à travers cette gestion de conséquences, c'est qu'on voit bien même qu'on habitue l'enfant à devenir justement un adulte civil, c'est-à-dire même dans sa vie de tous les jours, il va être confronté non pas au domaine familial, au ménage, mais à la société, d'avoir même cette logique de se dire attention, chacun de mes actes vont contribuer quoi qu'il arrive à une conséquence. On le formait à ça. C'est ça. Donc, il va être responsable. Surtout si vous lui expliquez à propos des programmes et des automatismes, ben là, il va être de plus en plus éveillé à cette réalité-là. Parce que les enfants, ils catchent plus vite les parents. Parce que les parents sont habitués, puisque au niveau psychologique, ils sont englobés là-dedans. Mais les enfants, là, ils captent ça très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'ils s'éveillent beaucoup, là, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils réalisent tout ça. C'est évident qu'ils jouent là-dedans, là, tu sais. C'est normal. Mais c'est aux parents d'être vigilants. La responsabilité des parents, c'est de rendre les enfants autonomes. C'est pas ça qu'ils font, les parents. Hein? Puis l'enfant, ben, il apprend son autonomie, là, dans le sens qu'il est rendu à 13-14 ans, là, il veut être dans son autorité, puis, mais tout croche, là, il n'y a pas de tuteur.
Le tuteur, justement, c'est le parent qui est conséquent. Voyons. Que ça en est une forme de justice différente. Chez les parents, il y a une justice punitive, ou il y a une justice du genre, un ordre plutôt, de conséquence. Donc, l'enfant apprend à prendre ses responsabilités. Vous lui, à ce moment-là, ça rend l'enfant plus responsable, donc plus autonome. Il n'a plus besoin des parents à un moment donné, parce qu'il est en mesure de... Il s'est créé des programmes lui-même, à travers ces réactions-là. En faisant des... en acquiesçant aux conséquences. Voyez-vous? C'est tout. On a l'impression parfois que les enfants vont chercher ces conséquences-là. Bien Il y a sûr. souvent des cas où par exemple, il y a des élèves, je sais pas, dans une classe qui vont être extrêmement anticipés, et si jamais vous êtes amené à faire un peu d'autorité, à la fin, ils vont même limite vous remercier. Ils vont dire, Oui. ah, enfin quelqu'un Oui, parce qui qu'ils met de testent l'ordre. vos limites tout le temps. Les enfants vont tout le temps tester vos limites. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que si vous êtes si vous n'êtes pas conscient de ça, ils vont vous les tester, vos limites. C'est initiatique. Fait que, tu sais, c'est naturel, c'est comme ça chez les enfants. Fait que, si on pas. Puis, lorsque vous leur donnez des conséquences, là, vous créez un cadre. Puis là, ils sont tout contents. Parce qu'ils se sentent plus sécures dans un cadre que c'est eux qui mènent le show. Parce que si c'est pas les parents qui mènent le show, qui laissent trop d'espace, c'est l'enfant qui mène le show, là. Ou c'est l'esprit dans l'enfant qui mène le show, là. T'sais? La nature, c'est chaotique, là. Attention. Il y a de l'ordre dans le désordre. T'sais? Fait que faut avoir du désordre longtemps avant d'avoir de l'ordre. Fait que vous avez le temps de perdre tous vos cheveux puis faire 2-3 dépressions. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que, d'une certaine manière, le désordre cherche l'ordre. Ouais. Puis c'est aux parents à mettre un cadre. Puis les enfants sont tout contents de ça parce qu'ils vont se sentir sécures. Ils vont sentir un parent responsable. Ah, je peux compter sur lui. C'est bizarre, c'est occulte, ça. Ils savent pas, Ouais. ils ne sont pas conscients de ça, mais ils réagissent comme ça. Même des enfants là, qui ont 12-13 ans, puis tout d'un coup, le parent tu commences à donner des conséquences. Ah, hein, ils vont le faire. Donc, ils donnent l'autorité aux parents. L'autorité, le parent n'est pas obligé d'imposer son autorité, genre, en se fâchant. Ben, bon. Tout simplement, il donne la conséquence, puis l'enfant fait la conséquence. S'il ne la fait pas, il y a une autre conséquence. Ça cumule. Il va aller où, l'enfant, là? Il va prendre ses valises, il va sortir dehors. Il va faire quoi, là? C'est ça qui... C'est la survie qui donne l'autorité aux parents. Les parents ne sont pas conscients de ça. Les enfants ont besoin des parents pour survivre. Ils le savent instinctivement. Ça, ils ne le savent pas psychologiquement, ils s'en foutent complètement. T'sais? Mais même, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête, ça. Le parent, par exemple, ils vont demander à l'enfant de, je sais pas, mais 8 ans, 10 ans, de faire la vaisselle, quelque chose. Non. T'sais, il va réagir. Hein? Il n'est pas habitué. Il est habitué à avoir tout. T'sais, les parents leur donnent tout, là. C'est la pire chose à faire. Il ne s'agit pas d'être strict, là, un cadre comme ça, là, mais un cadre raisonnable. Ça fait des personnes qui vont pas, qui vont s'adapter à leur environnement, à la civilisation. Ça va faire des individus plus civilisés. Ça commence là. C'est justement donc si j'ai bien compris, c'est encore une fois cette recherche de survie qui va être amenée à l'individu. On a l'impression en fait qu'il cherche l'ordre, comme si l'ordre le rassurait, garantissait quelque part d'une certaine manière sa survie. Ouais, dans un sens, ouais. Parce qu'il va se sentir plus sécure. Si le parent l'encadre, si le parent est responsable, etc.
Sans ça, il va se sentir insécure. L'enfant, il se sent insécure. Mais remis à lui-même, il est insécure. En naissant, il est insécure. C'est la peur de ne pas survivre, l'instinct de survie. Alors, il faut que ça soit comblé. Si c'est pas comblé, ça, d'une manière ou d'une autre, ça crée un conflit de survie ou d'abandon. La peur de l'abandon, la peur du rejet, ça vient de là. Ça me fait penser à quelque chose, pour revenir justement à la justice aux criminels. Certains criminels, quand ils sont interviewés après leur arrestation, ils disent justement « je voulais faire en sorte d'être arrêté ». Ils voulaient justement chercher, et ils ont une forme d'espèce de respect un peu paradoxal envers, je sais pas, l'inspecteur, le détective qui lui a mis la main dessus, etc. Il y a une forme de lien, à la limite paternel, parfois, qui se forme entre « ah, bah, c'est lui qui m'a arrêté », comme s'il cherchait ce cadre-là. Ben oui, la même chose pour un enfant. Vous lui donnez une conséquence, il est tout content de faire la conséquence dans un sens. T'sais? Il n'en est pas conscient, mais il le vit quand même. Puis, dans le sens que, ah, là, il est encadré, il y a un cadre, il y a une limite. Hein? Puis là, ben, il donne l'autorité aux parents s'il le fait. Puis tous les enfants font ça. T'sais? Mais les parents ne sont pas conscients de ça, de l'autorité que les enfants donnent aux parents. C'est bizarre. Ils essaient d'imposer leur autorité, là, tu sais, mais les parents ne sont pas conscients suffisamment, ni les enfants, il faut les éduquer là-dedans, du sens hiérarchique. Il y a une hiérarchie, là. Tu sais, oui. L'enfant par exemple, le petit gars a 14 ans, la petite fille a 15 ans. Dans le fond, la petite fille a 18 ans, là. À 15 ans, elle a 18 ans, comparé au petit gars, là. Fait que, il lui doit le respect de son âge, de son expérience. Hein? Même chose pour le père ou la mère de l'enfant. L'enfant, il faut qu'il... le père et la mère ont plus d'expérience. Même si son tata, ils ont plus d'expérience que l'enfant. T'sais? Fait que... Mais c'est aux parents à donner ce sens hiérarchique-là. Une forme de légitimité. C'est même pareil pour les individus de manière générale qui vont trouver un État ou un régime légitime ou pas. Qu'est-ce qui me donne cet État? Qu'est-ce qui me garantit concrètement cet État? C'est ça. Les gens de gauche, par exemple, ils veulent l'égalité tout le temps. Là, t'sais. Mais il n'y a pas d'égalité. C'est hiérarchique. Il y a des gens plus évolués, il y a des gens plus forts, il y a des gens plus différents. Alors, si une personne a plus de connaissances dans un domaine ou est plus experte dans un domaine, vous essayez de... Si vous voulez développer ce domaine-là, bien là, vous allez voir cette personne-là pour qu'elle vous instruise sur ce qu'elle sait. Voyez-vous? Vous lui donnez l'autorité. C'est hiérarchique. Voyez-vous? C'est vrai que l'égalitarisme à l'extrême n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça devient du communisme. Là, t'sais. Puis dans les familles, justement, c'est le communisme. Tout le monde est égal. Non. Non, parce qu'on va donner la légitimité, le pouvoir hiérarchique à celui qui donne le cadre et donc qui maintient notre survie, etc. C'est ça. Et puis l'âge, l'expérience, etc. Donc, le plus jeune, ben, il apprend ça. Donc, les autres qui viennent après lui, ben, il maintient cet ordre-là. Voyez-vous? That's it. Sans ça, c'est le désordre total. L'enfant va envoyer promener sa mère, il va être impoli au bout. Beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont comme ça. Puis là, ben, quand ça dépasse, puis là, l'enfant va tester les parents, là, au bout. À coups de pied, à coups de poing, lancer des choses, etc. Ça va jusque-là. Si les parents le laissent faire, il faut qu'ils coupent ça à la source. Là. Dans le sens de donner des conséquences à l'enfant. Un enfant qui agit comme ça, c'est parce qu'il n'a jamais eu de conséquences de sa vie. Là. Trop d'espace. Puis là, c'est dépassé à la limite. Là, il est programmé pour être exécrable. Il devient vampirique au bout. Il devient
dominateur. Les enfants, c'est des petits dictateurs. Mais ça, tu sais, à 2, 3 ans, 4 ans. Ouais, ouais. Hein? Et le truc, c'est que, Il y a ouais, rien. et le truc, c'est que si jamais il n'y a pas de cadre qui est donné, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, bah, il y aura les individus qui vont avoir plus de tendance à ne pas respecter le cadre légal, justement. Ah, Vu c'est qu'ils ont évident. pas- C'est évident. Ça va de pair. Alors que paradoxalement, encore une fois, comme on l'a dit, ils le cherchent un peu. Ah ben oui. Parce que ça les Donc c'est ça sécurise. qui est. Ça les encadre. Sans ça, tu sais, ils sont sujets à n'importe quoi. Ça leur fait peur, ça. Il y en a beaucoup, non, aussi justement pour remettre ça un peu dans le domaine un peu carcéral, justement, celui de la justice, celui de la prison, des gens qui vont dire bah, j'ai commis ce délit parce que je cherchais un cadre. J'aime bien que ma vie soit justement, voilà, à telle heure, je vais faire une balade. Mais après, c'est ce qui se passe, qu'il y en a beaucoup quand ils sont libérés parce que voilà, ils ont purgé leur peine, qui sont incapables eux-mêmes de générer ce cadre. Comme s'ils ont été genre transfusés par le cadre carcéral, mais qu'après, quand ils sont livrés à eux-mêmes, Ouais. ils savent pas trop pourquoi. Alors, ils n'ont pas été capables d'absorber ce cadre-là. Pourquoi ils sont pas autonomes du Ouais, coup parce que le cadre carcéral est très tight, serré. Ouais. Tu sais? Non seulement par l'autorité carcérale, mais par les prisonniers eux-mêmes aussi. C'est une autre société. Là. Alors, quand ils arrivent dans la société, ben là, c'est pas le même, c'est beaucoup plus libre. Voyez-vous, c'est plus large. Alors, à ce moment-là, ils ont de la misère à s'adapter à ça parce qu'ils sont habitués au buffer. Le buffer, c'est l'autorité carcérale et l'autorité des prisonniers, là, tu sais, la culture des prisonniers. Fait que quand ils arrivent dans la société, ils n'ont pas ce cadre-là. Alors, ils débattent tout le temps. Ils testent, comme des enfants. Puis ils vont tester jusqu'où ils peuvent aller. S'ils s'en tirent. Toujours à la recherche, une sorte de poursuite vers ce cadre-là, qui tend à Ouais, ben, être- s'ils peuvent s'en sauver, s'en tirer, ben là, ils le font. Parce qu'ils ont cette tendance-là. Why not? T'sais? Ils finissent finalement par se faire prendre, éventuellement, parce que là, ils deviennent un peu trop négligents, trop faciles. de plus en plus gourmand. Ouais, j'écoutais une histoire vraie, ils ont fait un film avec ça. Au Canada, justement, c'est un Américain qui il était recherché par la justice, il était au Canada sur un faux nom, etc. Il a fait, je pense, une centaine de banques, une après l'autre. Là. C'était pas un gars violent, mais tu sais, très futé, là. Puis il se déguisait, puis le Puis finalement, il s'est fait prendre, là, tu sais. Presque par sa faute, là. Puis il a avoué. Puis il avait l'habitude, il a fini par, tu sais, les policiers. Puis il se promenait justement de Toronto à Vancouver, comme ça, en avion. Il accumulait les points. Il a cherché beaucoup son cadre. Il a cherché partout son cadre. Ouais, il a volé une affaire comme 3 millions, quelque chose du genre. Oh, je ne sais pas combien de fois, là. Ça va te permettre de. Ouais. Là, effectivement, il faut le recadrer dans certains sens. Ouais, c'était facile pour lui de faire ça. Là. Un coup qu'il l'a fait une couple de fois, il crée l'automatisme, puis là, ben, ça devient facile. Même les caissières l'aidaient. Il était tellement gentil avec les caissières, il ne traumatisait pas. T'sais? Puis il disait où était l'argent, puis lequel il savait. Puis là, les caissières, OK. Il ne pèse pas sur le piton, là, l'alarme, etc. Là, les caissières ne pèsent pas sur l'alarme. Oui, il charmait les caissières, imagine. Il devait être très fort, effectivement, là. Oui, il était tout un numéro. C'est pour ça qu'il a pu en faire tant que ça. Donc, ouais, donc c'est.
Pour conclure, ouais, c'est un ordre systémique pour une justice constructive. C'est ça. C'est ça Mais qui il y va a un faire ordre la quand même. différence. Pardon? Il y a un ordre quand même, parce qu'effectivement, je pensais aussi Ah oui, justement aux oui, un ordre personnes quand qui, même. vous savez, les anarchistes, ceux qui justement qui supportent pas, qui veulent même pas combattre, on va dire, un certain type d'ordre, même pas un certain type de régime, qui veulent juste combattre le cadre en tant que tel. Eux, c'est quoi? C'est l'inverse Ouais, extrême. c'est le rebelle extrême, là. Parce qu'il vit en ville, il vit dans la société, mais il veut pas s'adapter aux lois de la société du tout. Il compte ci, contre ça. C'est le rebelle extrême, là. T'sais? Ça n'a pas de sens. Il essaie de justifier sa position, etc., de toutes sortes de façons. Ça frise la paranoïa, bien souvent. C'est un refus de tout ordre. Pardon? C'est un refus de tout ordre. Ouais. Même de l'ordre naturel, Ouais, même de l'ordre ouais, des choses. ouais, c'est ça. Ça c'est... Il y a des histoires derrière ça, ces individus-là. La plupart du temps, c'est la même histoire. C'est des individus où les parents ont été très stricts, très autoritaires, trop autoritaires. Fait qu'ils se rebellent. La rébellion comme telle, c'est sain, mais là, ça dépasse les bornes à un moment donné. Dépendant de ce qui se passe. C'est pas eux qui décident ça, ils sont en réaction à leur environnement quand ils étaient jeunes, puis là, ben, ils réagissent à ça, ils continuent. Ça crée des programmes, puis that's it. Ils sont encore une fois sous la contrainte, enfin possédés par ce programme-là. C'est ça. Ils supportent pas le cadre parce qu'ils ont clairement subi quand ils étaient plus jeunes que c'est. Ouais. Pour conclure, l'être humain est possédé. Possédé par des programmes, par des automatismes. Beaucoup plus qu'ils pensent. Il n'est pas libre du tout. Il n'y a aucune les gens qui croient au libre arbitre, là, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience à quel point ils sont automatisés.